Bon, ici, je vais voir l'impédance en court-circuit, mais cette fois-ci, je vais le faire en une passe. La vidéo, je vais le faire en une passe. Auparavant, j'avais fait l'impédance à vide d'entrée séparément et l'impédance à vide de sortie séparément. Donc, j'avais fait deux vidéos séparément. Maintenant, je vais faire qu'une vidéo qui comprend donc comment on appelle ça, l'impédance en court-circuit d'entrée et de sortie. Et en faire un petit exercice aussi, pour bien faire comprendre les choses. Bon, pour ça, il faut partir donc du quadripôle. Le quadripôle, c'est un élément, je veux dire, à deux fois deux paires de pôles. Ouais. Il y a deux paires de, il y a une paire ici. Il y a deux paires de pôles. Voilà, il y a deux paires de pôles. Donc c'est deux fois une paire de pôles. Deux fois une paire. Ouais, deux fois une paire, ça fait bien 4. Hein. Deux fois une paire qui en contient deux, ça fait bien 4 pôles. Donc on a bien un quadripôle. Donc voilà. Ici, bon, généralement, on va mettre un courant euh, euh, d'entrée, même si l'alternative, je mets un sens quand même, parce que pourquoi? Parce qu'il peut avoir un déphasage à 180, donc je dois tenir compte, je veux dire, hein, si le courant est comme ceci, l'autre est comme ceci, ben, je veux dire, si réellement ils sont comme ceci, on a un déphasage de 180. Bon, ça c'est en instantané, on peut avoir U1 de T, là U2 de T. Voilà, ça c'est en instantané. L'entrée, on avait dit qu'elle est à gauche, voilà, et la sortie, ici, elle est à droite. Voilà, donc ici l'entrée elle est à gauche, ici la sortie est à droite et le quadripôle est ici en fait, voilà, bon, avec tout un circuit à l'intérieur. Bon, ce que j'avais dit, l'instantané, vous comprendrez que quand je dis I de T et U de T, ben, c'est des allures sinusoïdales, hein. C'est des allures sinusoïdales comme ceci, voilà, et un quadripôle, bon, on peut rentrer euh, beaucoup de signaux, beaucoup de types de signaux. Là, on aura une entrée, et là une sortie, et la sortie, ben, on aura une réponse adaptée, bien sûr, au signal d'entrée. Mais ici, comme on rentre de l'alternatif, comme on a alternatif, tout sera alternatif ici. Hein. Totalement. Tension sera alternatif, courant alternatif, comme on a en entrée, ben en sortie, on aura de l'alternatif aussi. Voilà. Mais si il s'avère qu'on rentre des autres types de signaux, ben on aura des autres types de réponses, fatalement. Si on a des autres signaux qui ne sont pas alternatifs, on aura des réponses qui ne sont pas, enfin, je veux dire, en rapport avec le signal. Enfin, le signal de sortie est en rapport avec le signal d'entrée. La réponse en sortie du quadripôle est en fonction du signal d'entrée. Voilà. Et des composants dans le quadripôle, bien sûr. Parce que qu'est-ce qui va faire la réponse du signal de sortie? Ben, c'est les éléments constitutifs du quadripôle plus les signaux d'entrée. C'est le signal d'entrée qui va faire en sorte qu'est-ce qu'on aura en sortie comme réponse. Et quand je dis réponse, ben, vous comprendrez que bon, que les quadripôles sont utilisés en automatisme. Ben, parce que quand je dis réponse, ben, on va mettre des signaux d'entrée, on va regarder ce qui va se passer en sortie. Voilà. Donc, on va avoir une certaine réponse par rapport à un signal d'entrée. Et donc, les quadripôles, on va les retrouver en automatisme pour les régulations, les corrections. Hein, on va les retrouver pour les amplifications, pour le filtrage, et tralali, tralala. Voilà, donc les quadripôles, bon, c'est un élément, hein, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre, je veux dire, les systèmes, on va dire, euh, les systèmes électroniques, en fait. Les systèmes électroniques. Voilà. Système de puissance, système de filtrage, système automatisé de régulation, de correction et tout ce qui s'ensuit. Et donc, c'est pour ça que je parlais de réponse. Parce qu'on aura une réponse en sortie par rapport à l'entrée. Mais si moi, je veux m'atteler au, au cas de figure où on a de l'alternatif, de signaux alternatifs temporels. Hein. Le temporel, c'est I de T est comme ceci, et en sortie, on aura un courant comme ceci. Donc voilà, donc I de T est comme ceci, mais c'est Imax. Hein, Imax qui est continu, hein, Imax c'est une valeur constante, Imax sinus oméga t plus phi. Voilà. Et donc, la tension sera du sinus aussi. La sortie, le courant sera du sinus et la tension sera du sinus et le courant du sinus. Ce sera tout du sinusoïdal. Avec bien sûr chaque fois une valeur maximale. Pour la tension, ce sera Vmax. Hein. Voilà, Vmax. Voilà, Imax, Vmax, Vmax aura son courant max. Hein,
Voilà, qui n'est pas forcément le même en sortie par rapport à l'entrée, fatalement. Bon, bien sûr, vous aurez une pulsation, puisqu'on a en alternative depuis fois la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période, c'est depuis sur T. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, on n'est pas, on n'est pas obligé de parler en, en temporel, comme ici, hein, signal sinus oméga t plus phi, mais on peut parler en complexe. Et le complexe suffit, les informations contenues dans les complexes suffisent pour décrire le signal en fait. Pourquoi? Parce que en vecteur, ce qu'on appelle vecteur de Fresnel, ben on a la norme. La norme, ce sera soit la valeur maximale, hein, Imax, si c'est un courant, Umax si c'est une tension. Donc la norme va me donner Imax, mais ça peut me donner la valeur efficace parce que entre il y a juste un radical 2 entre I efficace et Imax, je veux dire entre les deux. Il y a juste je veux dire un radical 2 entre Imax et efficace. Donc, généralement, quand on prend un voltmètre, on mesure en courant efficace. Voilà. Voilà. Pour voir Imax, il faut un oscilloscope. Voilà. Ou alors, on le calcule. On va chercher I efficace, qui est un courant continu constant qui représente, en fait, en gros, pour expliquer ça en gros, c'est un courant continu constant qui représente, je veux dire, la valeur maximale enfin, la valeur du courant alternatif. Voilà. Enfin, c'est comme si sur une charge, on avait les mêmes échauffements produits en continu que par celui passé par l'alternatif sur une résistance. Donc, ici près la même, je veux dire, la même puissance. Donc, en fait, et donc ce courant qui passerait, je veux dire, qui serait continu, hein, qui ferait la même dissipation en alternatif qu'en continu, mais ce courant, c'est le courant efficace qui est considéré, je veux dire, comme continu, en fait, enfin, comme constant. Constant, donc continu. Enfin, constant, qui sera constant, on va dire ça comme ça, constant. Voilà. Mais si on veut Imax, mais on fait Foracine 2. Donc ici, je peux représenter via des vecteurs de Fresnel et des complexes, soit avec Imax, mais ici, si Imax, là on a Imax d'entrée, mais alors là on aura Imax de sortie. Là on aura Imax d'entrée, là Imax de sortie. Voilà. Mais je peux parler en efficace. Je peux parler en I efficace d'entrée, U efficace d'entrée, I efficace de sortie et U efficace de sortie. Il y a juste la racine 2, veut dire, une proportionnalité de racine 2 de I efficace par rapport à I max. Mais si tout est divisé par racine 2, il n'y a aucun souci. Ça, c'est pas un problème. Hein. De I max à racine 2, enfin de I max à racine I efficace, c'est dû diviser I max par racine 2 pour avoir I efficace. Voilà. Donc si je divise tout par racine 2, il n'y a aucun problème. Voilà. C'est tout comme si je prends des sinus partout en temporel, eh ben, il n'y a pas de problème. Par contre, si je prends du cosinus, je dois prendre du cosinus partout. Le signal est cosinusoïdal partout alors. Hein. C'est juste un décalage de pi demi, hein, mais ça on s'en fout. S'il est décalé partout de pi demi, la nouvelle référence, elle est à 90 degrés, je veux dire, décalé de 90 degrés. Le zéro, il est à 90 degrés. Tout est à 90 degrés, je veux dire, par rapport à l'ancien repère qui était en sinus. Voilà. Donc j'utilise un signal sinusoïdal ou cosinusoïdal, c'est la même chose. Pour autant que j'utilise tout du sinus en entrée et tout du sinus en sortie, il n'y a pas de problème. Tout du cosinus en entrée ou tout du cosinus en sortie, il n'y a pas de problème. Toutes des valeurs maximales à gauche en entrée, toutes des valeurs maximales en sortie, il n'y a pas de problème. Tout de l'efficace en entrée, tout de l'efficace en sortie, il n'y a pas de problème. Du moment que je ne fais pas des mélanges. Voilà. Voilà, voilà, on peut exprimer. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais le vecteur de Fresnel exprime deux choses. Hein. Donc, la norme et la phase. Et dès qu'on a ces deux informations, ben, le vecteur est connu. Et si le vecteur est connu, ben, je veux dire, voilà. Donc ici, la phase, bon, il faut le complexe. Il faut le complexe. I efficace, complexe. Parce que I efficace va donner, je veux dire, la phase et la norme. La norme et la phase. Le module va donner le module du complexe plus sa phase par rapport à une référence. Donc, si je mets en complexe, j'ai toutes les informations du signal. Sinus, I efficace, racine 2, sinus oméga t plus phi. Hein, si je suis une pulsation connue de fréquence connue, hein, fréquence connue, donc pulsation connue, hein, ceci est connu, voilà, donc le signal ne dépendra que de la phase et du courant efficace. Enfin, si je choisis les courants efficaces. Donc en fait, en complexe, si je détermine I efficace, mais j'ai deux informations. J'ai son module I efficace, plus j'ai sa phase. Voilà, et donc le signal, il est connu.
Le signal temporel sera connu si je connais la phase et les informations de phase. Les informations de phase et de courant efficace. Une fois que je connais ça en module et en phase, ben, je détermine le vecteur de Fresnel. Et à partir de là, j'ai, je veux dire, ce vecteur de Fresnel va tourner une vitesse. Voilà, elle va tourner une certaine vitesse. On peut considérer qu'il va tourner une vitesse de 2 pi fois la fréquence. Voilà, avec une pulsation de 2 pi fois la fréquence. La pulsation qui a une vitesse angulaire en fait, hein, quelque part. Donc c'est le vecteur de Fresnel qui est fixe sur le plan, mais en vérité, tous les vecteurs qui sont représentés dans le plan tournent à une vitesse de oméga. Hein. Tous les vecteurs, si j'ai 3 vecteurs comme ça, un de tension, un de courant, ouais, on les représente fixes en complexe. Bah ouais, en courant efficace et phase, bah ouais, si je représente en courant efficace et phase, ils sont fixes. Courant et tension, ils sont fixes. Avec leur déphasage approprié, phase, voilà, et leurs normes appropriées en courant efficace, tension efficace, et le déphasage entre courant et tension. Ben ouais, j'ai deux informations. Mais la troisième, oméga, elle est où? Mais en fait, ça c'est une photographie, mais en vérité, il tourne à une vitesse oméga. Hein, bon, mais le déphasage est toujours constant entre eux. Et la norme ne varie pas, c'est juste qu'il tourne, il tourne à une vitesse oméga. Voilà, mais ça on s'en fout. On prend une photographie, on sait bien qu'il tourne à la vitesse oméga, et on détermine la norme et la phase, c'est bon. Il n'y a pas besoin de le faire tourner, jouer avec un vecteur. Ouais, c'est des vecteurs tournants, mais on les prend en photographie, on les garde fixes. En fait, ils tournent, c'est vrai qu'ils tournent à la vitesse oméga. Et comme on sait qu'ils tournent tous à la vitesse oméga, ben, qu'est-ce qui se passe? On détermine, si on prend une photographie, la phase et le courant, le courant efficace ou le courant maximum. Ça dépend. Si on parle en courant maximum, donc il faudra parler en tension maximale. Si on prend en courant efficace, il faudra parler en tension efficace. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Je me suis un petit peu étalé pour bien faire comprendre les quadripôles, surtout, notamment ceux utilisés, je veux dire, euh, enfin, je sais pas ce que je voulais dire. Euh, voilà, c'est pour faire comprendre en fait les signaux que l'on a dans les quadripôles et comment ça va. Soit on parle en temporel avec le signal sinus sur oméga t, on joue avec la trigonométrie, ou soit on joue avec les complexes. Les complexes représentent la même chose que le signal sinusoïdal. Hein. Ils ont les mêmes informations. Les informations, on ne les perd pas. Voilà, le contenu de l'information, il est repris dans le complexe. Comme il est dans le signal sinusoïdal, il n'y a aucun souci. Si je joue avec les sinus sinusoïdaux, ben, je ferai de la trigonométrie. Si je joue avec les complexes, ben, je jouerai avec un autre monde qui est le monde des complexes. Voilà. Voilà. Et donc, les méthodes ne seront pas les mêmes. Bon, pour déterminer les déphasages, ben, les méthodes ne seront pas les mêmes. On verra d'ailleurs ça. C'est pas le but du sujet ici, mais voilà. Bon, mais maintenant, on peut encore aller plus loin dans les complexes. Parce que les complexes peuvent se représenter de plusieurs manières. Hein. Et une des manières possibles, c'est via l'exponentielle complexe. Et donc, on peut repasser du ZA plus BJ à l'exponentielle complexe. Il n'y a aucun souci. Ça se manie bien les déphasages sont très bien repris au niveau de l'exponentielle complexe. Et c'est magnifique de travailler avec les exponentielles complexes. C'est plus facile. C'est un outil très facile. C'est un outil très facile à utiliser. Voilà, au niveau de l'exponentielle complexe. Voilà, plutôt que de jouer avec z égale a plus bj, on joue avec EJFI. EJFI. Voilà, on joue avec ceci. Plutôt que de jouer avec a plus bj. Voilà, ça c'est l'exponentielle. On joue sous forme d'exponentielle complexe. Voilà, qu'on verra en son temps. Voilà. Bon, il y a une troisième manière d'exprimer les complexes, mais soit, ici on va jouer soit avec a plus bj ou à EJFI. EJFI c'est le meilleur. Ça sera le meilleur. Bon, ici, ce que je voulais dire, ouais. On va voir, je vais faire deux quadripôles. Voilà, et on va voir ce que c'est que l'impédance d'entrée du court-circuit, que je vais appeler U1CC, et l'impédance de court-circuit de sortie, que je vais appeler U2CC. Ici, il faudra faire U2 égale 0. Voilà, et je vais chercher U1CC, voilà, qui sera tout simplement, tout bonnement, U1. Z1CC, pardon, je m'excuse. Z1CC, et là, Z2CC, ce sera donc Z1CC, ce sera un peu comme l'impédance à vide, si ce n'est que ici, donc Z c'est U sur I, la même chose qu'auparavant, mais U1 sur I1, voilà. Mais avec la condition U2 égale 0. Voilà. Et Z2CC, ben, vous aurez compris que c'est U2
sur I2 avec, ici, on a court-circuité l'entrée ici. Donc U1 égale 0. Voilà. Donc si je veux voilà, et c'est ça, l'impédance de court-circuit, ça va être juste ça. Il suffit de court-circuiter la sortie et on a U1 sur I1. Bien sûr, I1, c'est le courant qui passe ici, et I1, c'est la tension qu'on a là. Et là, on aura I2 qui passe en sortie ici, avec la tension de sortie I2. Donc là, voilà, ici, on court-circuite l'entrée, et là, on court-circuite la sortie. Si on court-circuite la sortie, on a l'impédance d'entrée du court-circuit. Là, si on court-circuite l'entrée, on a l'impédance de sortie en court-circuit. Ah. Et vous voyez que si je fais une analogie avec le quadripôle, ben, ça, on va mettre le quadripôle ici. Voilà. Quadripôle. Là, on va mettre à vide. Et là, en court-circuit. Voilà. Alors, à vide, l'impédance Z1, 0 à vide d'entrée. Hein, entrée. Z 2, 0, ça c'est de sortie. Je sais pas comment je l'avais appelé auparavant. Hein. C'est vrai que bon, je m'en rappelle plus, mais comment j'avais appelé ça, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, ici, je vais appeler entrée Z1 0 et sortie Z2 0. Voilà. Je sais plus comment ce que j'avais appelé ça, mais disons que c'est impédance d'entrée à vide Z1. Pourquoi Z1? Parce que tout ce qui est entrée, c'est 1. I1, U1, et donc j'aurai Z1. Impédance d'entrée, Z1. Voilà. Voilà. Donc c'était U1 sur I1. On ouvrait, si on ouvrait l'entrée, si on ouvrait l'entrée, I1, est-ce que c'était U1 sur I2? Je vais vite le refaire. Bon, là, la quadripôle. Là, on avait... Non, je suis en train de voir l'impédance à vide. Donc, on a I1 avec la tension U1. Donc là, pour avoir à vide, il fallait... Impédance d'entrée à vide, il fallait I2 égale 0. Voilà. Donc, en fait, ça, ici, c'est avec I2 égale 0. Voilà. Ça, c'est une chose. Et donc, l'impédance d'entrée, c'est comme si on avait ceci, une impédance comme ceci. Voilà, le quadrupôle est comme ceci, avec ici Z1 0. Voilà. À l'entrée, on a une impédance qui résume l'impédance d'entrée du quadripôle, voilà, qui est Z1 0, qui se calcule à vide, l'impédance à vide d'entrée. Ouais, je suis pas obligé de mettre entrée-sortie ici, hein, parce que Z1 c'est l'entrée, Z2 c'est la sortie. Voilà. Donc ici j'ai bien Z1 0 qui est U1 sur I1. Bon, maintenant, pour l'autre, vous aurez compris que la sortie c'est Z2. Donc on aura Z2 0, c'est U2 sur I2 avec I1 égale 0. Voilà, donc ici, si je fais le dessin, j'ai I1 égale 0, donc I1, voilà, c'est un circuit ouvert à l'entrée. Voilà, et ici, je mets mon impédance de sortie, et là, j'ai Z2 0 à vide, qui vaut exactement U2 sur I2. Voilà. Maintenant, donc on a bien l'entrée ouverte, alors que pour Z1 0, on a la sortie ouverte. Alors maintenant, ici, en court-circuit, ben, c'est la même chose. C'est Z1CC et j'aurai Z2CC. À l'entrée, on a U1 sur I1, mais cette fois-ci avec U2 égale 0. U2 égale 0, et là, c'est U2 sur I2 avec U1 égale 0. Voilà. Là, on court-circuite la sortie pour avoir l'impédance d'entrée en court-circuit. Là, on court-circuite l'entrée pour avoir l'impédance de sortie en court-circuit. Attention que l'impédance d'entrée en court-circuit, c'est une impédance qu'on note comme ceci, hein, qui est à l'entrée. Voilà.
Et U2, qu'est-ce que vaut U2? Ben, U2, on l'a court-circuité ici. Par contre, ici, on a Z, et là, on a Z1CC. Alors qu'ici, on court-circuite l'entrée et on a l'impédance de sortie qui est Z2CC. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Les impédances d'entrée de sortie, à vide ou en court-circuit, ben, c'est ceci. On les calcule comme ceci. Voilà. Donc, moi, ici, je vais faire un cas de figure. Mais je prends encore le schéma là. Donc, je vais faire l'impédance en court-circuit de ce schéma-là en entrée et l'impédance en court-circuit de sortie. Voilà. Donc, on va s'atteler à ça. Donc, voilà, toujours le même exercice qu'auparavant. On avait déjà calculé l'impédance à vide de ça. J'ai gardé le schéma. Donc, on avait fait l'impédance à vide d'entrée de sortie. Je les ai calculés. Hein. Voilà. Donc, ça, je vais enlever. Et maintenant, je vais faire Z1CC. Bon, Z1CC, Z1CC, il faut court-circuiter ici. C'est-à-dire qu'il faut faire U2 égale 0. Voilà. Si je court-circuite ici, le schéma ici, la résistance R3, elle est court-circuitée. Elle est court-circuitée par le court-circuit ici. Hein. Ah ouais, ouais, ici je suis au point C et là au point D. Donc, U2 égale 0 là, U2 égale 0 là. Voilà. Donc c'est comme si j'avais ceci. J'ai un court-circuit. Voilà. Alors ici, c'est comme si je court-circuite ces deux points-là. Ces deux points-là sont court-circuités. Donc ces deux points-là sont court-circuités. Donc j'ai ceci. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? En fait, on a, si j'appelle ça le point X, et là le point Y, là le point Z, voilà. Si je dessine, j'aurai X, Y, et Z. En fait, le Z, c'est le Y. Vous voyez, ce point-là, c'est le Y. Ça, c'est le Y. Donc, ça veut dire que, voilà, j'ai les deux résistances qui sont en parallèle. La 4 ohms et 2 ohms sont en parallèle. Voilà. Donc, il suffit de faire 4 fois 2 sur 4 plus 2. Ça fait 8 plus sur 10, 8 dixièmes. Bon, 8 dixièmes, ça fait combien? Ah oui, ça fait 0,8. Ouais, c'est parce que je suis concentré à autre chose. 8 dixièmes, c'est 0,8, je m'excuse. Je sais pas pourquoi je calcule ça. Mais voilà. 4 fois 2. 8. Non, 4 plus 2, c'est 6. Je m'excuse. 4 fois 2. Sur 6. Ouais, 4 fois 2 sur 6. 8 divisé par 6. 1,33. Voilà. Donc ça veut dire que là, le système ici se résume à quoi? L'impédance de court-circuit vaudra, donc on a le quadripôle, on court-circuite ici, et donc c'est comme si on avait l'impédance de court-circuit qui vaut 1,33 ohms. Voilà le Z1CC, l'impédance de court-circuit. 1,33 ohms. Bon, c'est assez simple. Bon, maintenant, on va regarder l'impédance de court-circuit de sortie. Donc à ce moment-là, il faut que je court-circuite l'entrée. On va court-circuiter l'entrée. Donc cette fois-ci, je mets un court-circuit ici et je vais regarder le Z2CC, qu'est-ce qu'il vaut. Bon, si je court-circuite ça, ici j'ai plus de court-circuit, hein, attention. Là j'ai toujours ma self. Voilà. Ici on avait toujours notre résistance R3. Voilà. R3 qui valait bien sûr 2 ohms. Hein. Alors, si maintenant je court-circuite à ce niveau-là, si je court-circuite ici, cette fois-ci, R1 est en court-circuit.
Donc, il disparaît. Il disparaît. Là, j'ai la self et R2 sont en parallèle. Hein. Ouais. Parce que là, j'ai le point Y. Là, j'ai un point, je sais pas moi, Z. Y, Z. Et là, de nouveau, j'ai le point Y. C'est une équipotentielle ici. Là, on a une équipotentielle. Là, j'ai Z. Donc, on voit bien que c'est comme si on avait, là, j'ai Y, là, j'ai Z. Z, j'ai la self qui est reliée en Y. Ouais, de Z, je pars de Z. Hein, je relie la sortie de la d'où je viens de Z. Je relie la self à Z. Je sors dans sortie de self, je reviens en Y. Bon, donc ça veut dire que j'ai ça. Bon, ensuite, celui-ci, il est aussi entre Z et Y, R3. Voilà, donc en fait, on a deux résistances et une impédance en parallèle. On a tous les trois éléments en parallèle, en fait. Voilà. J'ai R2 qui vaut 2 ohms, l'impédance, la réactance ici qui est en parallèle, oméga L, et j'ai la résistance de 2 ohms, qui est R3. Ben, on va calculer ça, et on va... voilà. Donc ils sont tous les trois en parallèle, c'est 1 sur R1 plus 1 sur Q, enfin X, 1 sur X, je m'excuse. X c'est la réactance inductive, hein. Je dirais même XL, 1 sur XL, plus 1 sur R3 est égal à 1 sur... ouais, c'est plutôt Z équivalent ici, hein, parce que bon, une réactance inductive. Ce qui fait quoi? On va calculer ça. Donc ce qui fait 1 sur R1, R1 c'est 2 ohms. Alors, Z est égal à oméga L, J oméga L, c'est plutôt XL, XL qui vaut J oméga L, la réactance inductive vaut J oméga L. Donc ici, l'inverse, l'oméga L vaut 3 ohms, donc il suffit de faire l'inverse de 3 ohms, plus, là on a 2 ohms, 1 sur 2, et là on a 1 sur Z équivalent. Et en faisant ça, 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. 1 plus 1 tiers, ben ça qui fait 4 tiers. Voilà. Et 4 tiers, l'inverse de 4 tiers, c'est 3 quarts. Bon, ici, je dois le faire avec les complexes en fait. Hein. C'est pas bon ce que je fais là. Parce que je peux pas faire ça. Je m'excuse. Je peux le faire avec les deux résistances, mais pas avec la réactance. Donc il me reste plus que 2 et 3. Celui-ci, celui qui était là, il est court-circuité par le circuit ici. Puisque en fait, je fais quoi? Je fais U1 égale 0. Si je court-circuite ici, la résistance qui était là, elle est court-circuitée. Il n'y a plus de résistance ici. Ouais, il n'y a plus de résistance. Donc on a bien R2, R3 en parallèle. Je vais déjà faire R2, R3, ça je peux faire. C'est la réactance que je peux pas additionner comme ça. 1 sur R3, ça fait combien? Donc ce qui fait R2 fois R3 sur la somme des résistances. Donc on aura R2 fois R3 sur R2 plus R3, qui est égal à
En fait, voilà. En fait, j'ai fait 1 sur R1 plus 1 sur R2. Je peux le faire avec les résistances, hein, parce que c'est des valeurs c'est pas des valeurs complexes. Enfin, c'est des valeurs je m'excuse. Ce sont des valeurs réelles, réelles pures. Des réels purs. Voilà. Ce sont des réels purs. Donc je peux le faire directement avec ça. Et ça fait 1 sur R équivalent. Ce qui donne la formule là, bien sûr, vous aurez compris. Et comme j'ai des résistances de 2 et 2 ohms et 2 ohms ici en parallèle, donc j'ai 2 fois 2, 4, sur 2 plus 2, 4. Donc ici, j'ai un ohm. Les deux résistances là font un ohm. 2 fois 2, 4, sur 2 plus 2, 4, 4 sur 4, ça fait 1. Donc, ça revient à avoir une résistance de 1 ohm avec une self de oméga L de 3 ohms. Voilà. Mais c'est vrai que je dois le faire en complexe, hein, parce que si j'étais remettre la réactance inductive, et je dois travailler en complexe. Parce qu'ici, on a une self, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et la self induit, je veux dire, une fréquence et donc un déphasage. Dès qu'on a une fréquence, hein, comme la réactance XL dépend de la fréquence, donc on aura un déphasage. Donc il faut que je joue en complexe. Voilà, je suis obligé mais je ne vais pas jouer avec l'exponentielle complexe, mais avec A plus BJ. Bon, alors ce qui veut dire qu'ici, l'impédance Z, ça va être égal à quoi? Z est égal à R plus J oméga L. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais ici, ils sont parallèles. Ouais, ils sont parallèles. Donc, c'est R fois J oméga L sur... Ouais, R plus J oméga L, c'est quand ils sont en série. Hein. R plus J oméga L, c'est ça. R plus J oméga L. Voilà, c'est quand ils sont en série. La somme, c'est quand ils sont en série. S'ils sont en parallèle, donc je ne peux pas faire une somme, un produit. Donc, et là, comme ici, il n'y en a que deux, c'est le produit sur la somme. Voilà. Voilà. Et oméga L est connu, c'est 3 ohms. Et R est connu, ça fait 1. Donc là, j'ai une fois 3J sur 1 plus 3J. Une fois 3J. Une fois 3J, ça fait 3J. Voilà. Vous voyez que je suis obligé de le faire en complexe. Hein. Je ne pouvais pas intégrer dans la formule oméga L directement. Je ne peux pas faire ça. Parce que je calcule en module. Le nombre complexe va me donner un module et une phase. Donc ça va tout me donner en fait. Et là, on a 1 plus 3J. Voilà. Si je multiplie pour ne plus avoir de complexe au dénominateur par le conjugué qui est 1 moins 3J, voilà. Ce qui fait 3J fois 1, ce qui fait 3J, moins 3 fois 3, ça fait 9. J carré, c'est plus 9, puisque J carré, c'est moins 1, avec le moins, ça va donner plus. Et là, on a un produit remarquable, c'est 1 moins. Et le produit remarquable, justement, c'est ça qui fait retirer ouais, parce qu'on a A moins B est égal à A moins B fois plus B. C'est grâce à cette formule-là que ça va faire tomber. Hein, on aura A carré moins B carré. Je veux dire, ce qu'on appelle, je veux dire, rendre le dénominateur réel. Et bon, il n'est plus purement complexe, comme ici. Et on le fait, cette méthode-là, avec les produits remarquables, A moins B fois A plus B, marche aussi pour les racines carrées quand on veut rendre rationnel le dénominateur. Rendre rationnel, c'est-à-dire ne plus avoir de racine carrée au dénominateur. On utilise la technique-là parce que le produit remarquable permet d'éliminer, je veux dire, des éléments entre eux. Donc ici, ça fait 1 plus, parce que 3j fois 3j, c'est 9j carré. Comme il y a un plus par moins, ça fait moins, donc ça va donner un plus 9. Plus 9. Voilà. Donc ce qui donne 9 plus 3j sur 10. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est Z. Z1 en court-circuit. Voilà, il vaut ça. Mais en complexe. Z1 court-circuit. En complexe, ça se note comme ça, avec une barre en dessous. Voilà. Ce qui fait quoi? Pourquoi complexe? Parce qu'il y a il y a une self. C'est ça qui fait intervenir des complexes. Hein. Donc j'ai une phase, il va y avoir une phase aussi. Donc ici, ce qui fait combien? 9 dixièmes plus 3 dixièmes de J. Autant dire qu'on a 0,9 plus 0,3J. Bon, et ça, Z1CC, je peux l'avoir en module. En module, c'est facile.
Un module, c'est euh, racine carrée de 0,9 au carré plus 0,3 au carré. Voilà, vous calculez ça, vous avez le module, hein, de Z1 CC, bien sûr. Et si vous voulez la phase, c'est la phase de Z1 du nombre complexe Z1 CC. Hein, si vous voulez sa phase, ben, il suffit de faire, bon, pour avoir la phase, il suffit de faire, on sait bien que on a ici la partie réelle, la partie imaginaire. Ici, c'est A plus BJ. Bon, pour avoir la phase, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc, côté opposé, c'est le B. Donc, c'est l'imaginaire. Côté adjacent, c'est le A. Voilà. Et donc, ça, c'est tangente phi. Donc, si tangente phi me donne B sur A, pour avoir la phase phi, c'est arctangent de tangente phi. C'est arctangent de tangente phi qui va donner phi. Parce que faire arctangent de tangente, hein, c'est deux fonctions de réciproques. Je fais la tangente, je fais la tangente de l'arctangente, je retombe sur l'argument. Voilà. Par contre, si je prends l'arctangente à gauche, je vais prendre l'arctangente à droite. Donc c'est arctangente B sur A. Voilà. Tangente B sur A. Donc ici, si je veux la phase de Z1 CC, eh ben, je dois faire quoi? Arctangente de la partie B, c'est la partie imaginaire, c'est 0,3. Et A, c'est la partie réelle, donc ce sera 0,3 sur 0,9. Voilà. Bon, maintenant, je vais calculer ça. Hein. Je vais calculer ça. C'est 0,3. 0,3 au carré plus 0,9 au carré. Je fais la racine carrée voilà, on recommence. Donc 0,9 au carré plus 0,3 au carré, racine carrée 0,94. Voilà, donc le module il vaut de Z1CC du courant de court-circuit d'entrée 0,94 ohms. Et son argument, Z1CC, si on veut l'angle, il vaudra de Z1CC, enfin le déphasage courant entre le courant et la tension, répertorié au travers de Z1CC, ça va me donner arctangent de shift, tangent de 0,3 divisé par 0,9, 18 degrés. 18 degrés. 18,43. Enfin, voilà, 18,43. Voilà. Attention qu'ici, il faut bien court-circuiter. Hein. Et si je court-circuite, la résistance qui est ici, ben, elle se court-circuite. J'ai plus de résistance ici. Hein, parce que je crée un court-circuit ici. Celui-ci tombe. Donc j'aurai celui-ci, R2, qui est en parallèle sur oméga L. Voilà. Hein, tout ce point-là est relié. Hein. Là, j'ai Y. Le A devient Y. Le B devient Y. Et Y, il se retrouve là. Et donc, fatalement, j'ai R2 en parallèle avec oméga L. Hein. Et de l'autre côté, ben, j'ai le point Z ici. Et Z, R3 relie Z qui relie R2 de ce côté-là et oméga L de ce côté-là. Du côté droite de R et oméga L, voilà, il relie là. R3 est relié là. Par contre, R3 de l'autre côté est relié avec Y. Donc ils sont tous les trois en parallèle. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je fais d'abord je simplifie les choses en prenant d'abord les deux résistances en parallèle, parce que hein, j'ai deux résistances. Je peux pas rajouter, je peux pas faire 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R oméga L. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça parce que oméga L introduit des nombres complexes d'office parce que je dois avoir un module et une phase, donc d'office.
Parce que, qu'est-ce qui fait introduire des complexes? Ben, c'est les selfs et comment est-ce qu'on appelle ça? Les condensateurs, hein. Si avec pas eux, si avec des résistances, il n'y a pas de problème. Les nombres complexes, j'ai pas besoin, hein. Parce que le réel ne dépend pas de la fréquence, donc il va pas me donner de déphasage. Donc, donc je peux calculer directement les résistances. Je peux calculer directement les résistances avec des réels, sans passer par les nombres complexes. Je dois passer par les nombres complexes à cause de self et condensateurs qui dépendent de la fréquence, donc de la pulsation, et qui vont introduire des déphasages. Donc il faudra calculer un vecteur de Fresnel avec un module un module et un déphasage. Donc moi je calcule plus facilement en faisant les deux résistances là qui sont en parallèle. 2 et 2, ben, ça fera un ohm, hein. 2 fois 2, 4 sur 2 plus 2, 4, 4 sur 4 ça fait 1. Donc ces deux résistances là, elles vont 1 ohm. C'est comme si j'avais une résistance d'un ohm équivalente d'un ohm en parallèle sur une self. Mais là, la self va introduire un nombre complexe, donc je suis obligé de jouer avec les nombres complexes et j'en calcule le module et la phase. Je calcule le module et la phase de 1 ohm avec 3 ohms, mais dans laquelle on a une phase là-dedans. Et bon, là, à ce moment-là, il faut jouer avec une résistance à une self en parallèle, hein, et introduire un nombre complexe J oméga L. Donc j'aurai 1 fois J oméga L sur 1 plus J oméga L, parce que les éléments en parallèle, bien sûr, c'est la produit sur la somme, quand on en a que 2. Produit sur la somme, quand on en a que 2. Voilà. Et donc à partir de là, ben, je multiplie par le conjugué pour ne plus avoir de nombre complexe au dénominateur. Et à ce moment-là, bon, j'ai un nombre complexe hein, qui est Z1CC, puisqu'en fait, c'est le fruit de l'association des composants dans le quadripôle avec le court-circuit ici qui va, je veux dire, court-circuit qui est U1 égale 0, qui va me donner l'impédance en court-circuit de sortie. Attention que c'est sortie ici, hein, Z2. Z2CC, et là, c'est l'argument de Z2. Alors, attention que c'est Z2, je cherche l'impédance en court-circuit de sortie. Hein. Donc, c'est comme si je pouvais mettre ici, quoi, ben, un élément, je veux dire, de combien d'ohms? De 0,94 ohms. 0,94 ohms, j'ai un en module. Hein. Voilà. Ouais. Quand j'ai le nombre complexe, je calcule son module et je trouve, bon, parce que c'est une association complexe d'une self qui introduit des complexes et d'une résistance pure qui est un nombre réel. Comme on a une multiplication d'un nombre réel avec un complexe, mais il faut, voilà, d'un imaginaire pur, voilà, il faut calculer ce que ça donne. Et puis, comme c'est associé de composants, il faut faire en sorte de, je veux dire, résumer tout à une seule impédance possède un module et qui peut, au travers de ce complexe, nous donner le déphasage qui existe euh, entre U2 et I2. Parce qu'on sait bien que Z2, c'est quoi? Z2, ce sera quoi? On sait bien que Z2CC, c'est I2 sur I2. Et donc, ça nous donne le déphasage entre U et I. Le déphasage phi, qui est l'arctangent de l'imaginaire sur le réel. Donc, c'est bien le B sur le A. B sur A. Arctangent B sur A, ça donne l'angle de déphasage phi. Et donc, ça, c'est le angle de déphasage entre courant tension. Voilà. Et donc, si maintenant j'ai l'angle de déphasage, j'ai tout, hein. J'ai tout. Si on a 50 Hz, hein, je veux dire, je sais calculer. Si on a 50 Hz, je sais calculer la pulsation. Oméga égale 2πf. Bon, le signal sinus oméga t, ben, oméga sera connu puisque je suis à 50 Hz. Si c'est 50 Hz par exemple, hein, oméga t égale oméga égale depuis fois la fréquence, depuis fois 50. Donc j'aurai sinus fois une valeur connue, oméga, fois t. T c'est pour retrouver à n'importe quel moment, je veux dire, où se trouve le signal courant ou tension un temps bien précis. Bon, la phase, elle est connue, elle est là. C'est 1843. Hein. Enfin, s'il y en a un qui est référence, je prends la référence courant, mais l'autre, il a 1843. Voilà. S'il a 0. Attention que c'est des vecteurs tournants. Hein. Ils tournent à une fréquence oméga, comme je l'ai expliqué, mais il faut bien une photographie. Si je prends le courant, voilà, l'autre, il sera à 1843. Si je prends 20 degrés, ben, l'autre, il sera 20 plus 1843. Si je prends 30 degrés, ben, c'est 30 plus... Voilà, ça dépend de la référence. Généralement, si je prends le courant voilà, de 0, ben, on a un décalage de 18,43 par rapport à la tension. C'est juste ça. Voilà, voilà, voilà. Et donc ça, c'est la phase de CC qui me donne le déphasage entre courant et tension.
Pourquoi 18,43? Pourquoi pas 90? Parce que oméga, elle me donne normalement 90 hein, de décalage. Ouais, normalement, la selle donne 90 degrés. Donc si on met le courant comme ceci, ben, la tension est décalée de 90 degrés en avant. Mais alors pourquoi on n'a pas 90? On a 18,43. Ben, fatalement, vous avez introduit un élément résistif. Donc, si vous introduisez un élément résistif, c'est oméga. Voilà. Supposons qu'on oui, c'est parce qu'on a introduit un élément résistif, hein, ça d'office. Hein. Parce que imaginez-vous qu'ici, j'ai introduit 0. J'ai pas de résistance. Voilà, j'ai pas de résistance. Le module, bien sûr, va changer d'office, hein, c'est 0 au carré. Donc on aura 0,3 hein, d'office. Racine carrée de 0,3, c'est 0,3. Donc le module, ce sera 0,3, hein, c'est 3 dixièmes. Et là, on aura l'arctangent de 0,3 sur 0, ce qui fait l'infini. L'arctangent de l'infini, c'est pi demi. Voilà. Alors, vous voyez que si j'avais pas de résistance, on a 90 degrés. On n'a pas de résistance, on a 90 degrés. Mais c'est comme j'ai introduit une résistance, fatalement, l'angle va se réduire. Et plus la résistance va augmenter, fatalement, vous comprendrez que plus, je veux dire, je descendrai en dessous de 90, fatalement. Donc si j'augmente l'élément résistif, mais je m'approche en fait de 0. Plus lui, si lui maintenant il tend vers 0, c'est pour ça qu'il vaut 0. Il vaut 0. Donc là j'ai un élément R, hein, j'ai un élément résistif R, peu importe. Et là on a un complexe dû à la rectangle qui est très petite, très petite valeur. Donc là j'aurai R, là j'aurai un élément proche de 0, je vais approximer à 0. Donc là j'aurai racine carrée de R carré qui vaut R. Là, fatalement, Z2 sera égal à environ R. Et là on aura arctangent de environ 0 sur R. Arctangent de 0, 0, 0 sur R, c'est qui fait 0. 0 degré. Donc c'est bien ce que je disais. Plus l'imaginaire est grand, plus on tend vers 90. Et plus le réel commence à s'agrandir, si on pouvait faire varier la résistance R, puis si on devait augmenter R, donc l'imaginaire va devenir de plus en plus petit par rapport à R, ben on va tendre vers 0. Donc vous voyez bien que c'est la résistance qui va faire tendre, qui va réduire la propension du déphasage de oméga. Oméga, généralement, s'il est tout seul, on a un déphasage de 90. J'ai introduit une résistance, si elle est petite, ben, on est proche de 90. Mais si R devient grand, on s'approche d'un déphasage proche de 0. Et au pire, si R est nettement plus grand que là, si l'imaginaire ici tend vers 0, ouais, on a un petit élément réactif selfique ici, très petit, ben, la résistance sera d'autant plus grande par rapport à cet élément-là, et donc fatalement on aura un déphasage proche de 0. Attention que la référence, c'est le courant, hein, 0, et la tension, bien sûr, ce sera autant de degrés au-delà de... Voilà. Et ça, une fois qu'on a le déphasage, on a tout, hein. Donc je peux stipuler que I de t est égal à I max. Oui. Ce sera, par exemple, I max sinus oméga t plus phi. Le phi, il est connu. Si je prends comme référence le 0, on a dit que le phi, c'est un vecteur tournant. Hein. Bon, si je prends 0, le phi, voilà, le courant, ben, le U2, enfin, si je suis en I2, le U2, ben, il sera égal à... Dans ce cas-ci, on a trouvé 18 degrés, on aura oméga t. Oméga t, il sera connu parce qu'oméga égale 2pi fois la fréquence. Et si la fréquence vaut 50 Hz, c'est 2pi fois 50. Donc on aura quoi? À 50 Hz, 2pi fois 50, plus la phase initiale 0. Hein, j'ai choisi 0, j'aurais pu prendre 20, 30, 40, 60, on s'en fout. Moi, je prends comme origine voilà, du vecteur tournant, parce qu'ils tournent tous les deux. Le déphasage est gardé comme j'ai expliqué. Hein, on prend une photographie où lui, c'est le 0. Le courant, ce sera par exemple le 0, mais j'ai pris ça le 0. Et donc, fatalement, ici, comme on a trouvé un déphasage de 18 degrés, mais, la tension, c'est 2pi fois 50 plus 18 degrés
18 degrés, enfin, je sais plus combien c'était. Je sais pas si je l'ai encore sur ma machine. Non, je l'ai plus. Voilà, c'était 18 degrés en gros. Voilà. Les deux ohms ici, oméga L égale 3 ohms, ça impliquait, je veux dire, 18 degrés de déphasage. Voilà. Et bien sûr, comme je mets un sinus, ici je suis obligé de mettre un sinus. Je peux pas mettre un cosinus. Hein. Si je mets cosinus ici, je peux mettre un cosinus. Les décalages sont les mêmes. Voilà, c'est ça que j'avais dit qu'il fallait respecter. Et là maintenant, ben, que vaudra U2? Ben, c'est Umax. Mais Umax sera connu. Pourquoi? Parce que ce sera Imax, si U égale Z fois I. Voilà, donc c'est Z1, Z2CC, Z2CC fois, dans ce cas-ci c'est Z2CC parce que j'ai court-circuité l'entrée, Z2CC fois Z2 fois CC fois Imax. Voilà, pour avoir Umax. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec des complexes, je sais déterminer le signal sinusoïdal. Bien sûr, il faut que je connaisse au moins une des deux grandeurs, Imax ou Umax, hein, parce que si je connais ni l'un ni l'autre, bon, j'aurais leur déphasage, mais j'aurais pas, je veux dire, j'aurais uniquement l'information de déphasage entre eux. Voilà, mais je n'aurais pas, je veux dire, il faut que je connaisse soit I2 max ou I2 efficace, et pour I2 efficace, il faut racine 2 pour avoir I2 max. Hein. Voilà, I2 max. Voilà. Et pour avoir U2 max, ben je fais I2 max fois Z2CC qui est connu parce que je l'ai calculé. Par rapport au circuit quadripôle UC. Voilà, je calcule Z2CC, bon, je peux trouver voilà. Voilà. Donc on peut jouer ça avec des complexes. Ici, je n'ai pas encore joué avec l'exponentiel complexe, mais ça viendra. Quand j'en aurai l'utilité ici, ici j'en ai pas eu besoin. Donc avec Z égale A plus BJ, à cause de la réactance qui m'a introduit des complexes, c'est pas un problème, c'est pas à cause. Hein. Faut pas avoir peur des complexes. Moi, je dirais même grâce à la réactance, faut pas avoir peur des complexes, hein, que ça introduise des complexes ou pas. Faut pas commencer à être effrayé quand vous voyez des complexes. Faut travailler avec, c'est tout. C'est un outil de calcul qui permet de trouver les déphasages. Hein. Hein. Sans ça, vous ne trouvez pas le déphasage et le module du nombre, hein, non complexe. Donc il faut jouer, il faut savoir, pas avoir peur de ça. On a une réactance selfique, ben, il y aura des complexes. Il y aura une réactance capacitive, il y aura des complexes. S'il y a des complexes, il y aura des modules, il y aura des déphasages. Voilà. Courant tension, et voilà. Voilà, donc ça, c'en est terminé ici pour, je veux dire, pour ce qui est de l'impédance en court-circuit, l'impédance d'entrée en court-circuit, de sortie en court-circuit, l'impédance d'entrée à vide et sortie à vide. Voilà. Tout a été calculé via des exemples. Voilà, je vous remercie beaucoup.